Les messagers de Constantinople montent l'escalier en courant et haletant, font éruption dans la forteresse de la Casbah, où se tenait l'assemblée plénière présidée par Ali Bechin. Le soldat ottoman se précipite vers le pacha en faisant résonner le son de ses bottes sur le sol. Le bras légèrement tendu vers l'avant, il tient en main une lettre du sultan Ibrahim I, et sur l'enveloppe, on pouvait lire clairement « Urgent ». Ali ouvre l'enveloppe d'un air obséquieux, en tire la lettre et la déplie. Il la lit et la renie plus d'une fois. Puis, avec la feuille encore en main, immobile, il pointe les yeux vers la paroi opposée de la salle. Son regard s'attarde un moment sur ce mur, comme à la recherche d'une explication pour cette provocante et scélérate exigence. Le sultan exige une réponse maintenant, tout de suite. Il n'y a pas une minute à perdre. Si nous retournons à Constantinople sans votre réponse, nous serons décapités, dit le soldat avec une voix et une cadence qui trahissaient une peur authentique. Tu l'auras ta réponse claire, tout de suite. El Jazaïr refuse de prêter ses hommes et ses navires tant que la Sublime Porte n'aura pas compensé les pertes d'êtres humains et en navires subis à El Kala. Tel était le pacte jusqu'ici ignoré par le sultan. Allez maintenant et répétez-lui notre réponse. Ali se retournait dans son lit. C'était déjà l'aube et la nuit était passée sans sommeil. Il avait épargné à sa femme les dernières nouvelles qui l'avaient fait sombrer dans un marécage de soucis. Son esprit était brûlé par la détresse. Mais pourquoi donc? Qu'est-il en train de préparer? Comment est-ce possible? Comment peut-il le prétendre? Le pacte était clair. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Que je mette mes hommes à son service? Pourquoi dit-il que les infidèles ont rassemblé une flotte de plus de 200 navires et qu'ils pensent partir de Malte à l'attaque d'Istanbul? Non, 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 les chrétiens ne sont pas si naïfs. Mais le sultan Ibrahim, que traîne-t-il? À Bab al-Zoun, à la Dar Yenissetti el-Tahtaniya, quartier général des janissaires, le messager de la Sublime Porte, le même qui avait porté la missive du sultan à Ali Pacha le jour d'avant, tend une enveloppe à Mohammed Lembassi, commandant en chef de la milice. Comme il s'y attendait, et comme le sultan l'espérait, la rigueur morale d'Ali Bechin s'était révélée dans sa plus enfantine ingénuité. Le grand amiral était tombé dans le piège. Pendant des mois, au sérail de Constantinople, le sultan, les pachas et les haras avaient comploté jour et nuit, hiver et été. Il était important de trouver le moyen de faire croire au peuple que le refus d'Ali Bechin de participer à une mission de défense était un manque de respect et une insolence, ou même un grave acte d'insubordination. Et maintenant, de manière sournoise, on préparait le plan pour casser le pouvoir politique et économique du nouveau seigneur d'Alger, aimé et vénéré par le peuple, celui qui avait renforcé l'économie de la ville basée sur la guerre de course. On voulait anéantir celui qui avait introduit la pratique immorale de la redistribution des richesses des campagnes navales sur toute la population, celui qui avait donné lustre et prestige à la Résinge d'Alger jusqu'à porter ombrage à la Sublime Porte de Constantinople. Non, c'était trop, et Ibrahim I était prêt à tout pour reprendre le spectre de patron de la Méditerranée. Selon les directives de Constantinople, le devoir de Mohammed Lembassi était élémentaire. Il devait susciter le mécontentement et soulever des révoltes parmi les milliers de janissaires stationnés à Alger. Avec le prétexte qu'en renonçant à l'expédition contre la flotte infidèle de Malte, Ali Bechin privait la régence et les soldats engagés dans l'expédition d'un butin pharaonique en esclaves et richesses matérielles. Un butin, du reste, assuré vu l'écrasante supériorité de la flotte d'Alger sur les mouchons chrétiens. Pour Lembassi, il n'était pas difficile de convaincre ses hommes et d'insinuer le mécontentement parmi les soldats grâce à son célèbre art oratoire. Et il en fut ainsi. Lembassi se mit sur la terrasse de la caserne et après la harangue enflammée,
dominant de sa proverbiale voix de centaure les milliers de janissaires silencieux, rassemblés sur la grande place, en dessous de lui. Ils le regardèrent d'une multitude d'yeux étonnés pendant qu'il descendait de sa terrasse au moyen d'une corde et qu'il se dirigeait vers les cuisines pour prendre leur kazan et le renverser dans la cour. C'était le signe, le mot d'ordre de la révolte. Le renversement de la grande marmite était le signal sans équivoque de rébellion. Le peuple des janissaires commença à s'agiter et à faire monter un sourd rugissement martial. La sage-femme dormait tranquillement dans sa modeste mais digne maison de Tirkpeplouet, bercée par le léger chant des fontaines du patio inférieur, quand deux mains vigoureuses, celles de sa mère, la secouèrent et la réveillèrent en sursaut. « Qui est-ce? Qui est-ce? Quelle heure est-il » bafouilla Fatima. « La princesse a commencé à perdre les os. Dépêche-toi. Va tout de suite chez elle. Au palais, on t'attend. » Après 4 heures de souffrance, l'aile l'a mis au monde un garçon. La nouvelle se répandit comme une tache d'huile dans toute la Médina, et les gens commencèrent à accourir pour être les premiers à présenter leurs vœux au pacha et à la princesse. En même temps, le cortège des janissaires partait de Bebalzoun, et bien que reconnaissables par leur guigne dure, qui trahissait un évident désintérêt pour les joies des âmes d'Alger, les soldats se mêlèrent à la foule qui confluait vers le palais d'Ali Bechin, mais hélas, avec des motivations complètement opposées. Leur arrivée fut précédée par une salle d'arquebuse. Ali sentit le danger. « On ne fête pas une naissance, » pensa-t-il à coup d'arquebuse. Il regarda par la terrasse et reconnut Mohamed Lembassi à la tête d'un long cortège de janissaires. En un instant, les doutes qui lui avaient ensombri le cerveau s'éclaircissent. Maintenant tout est limpide. Le sultan avait mis à l'épreuve sa rigueur morale qu'il connaissait, mais qu'il retenait comme un sentiment inadéquat dans le nouveau panorama géopolitique. Et il l'avait mené à son piège, avec l'habileté d'un fin stratège. Il avait inventé l'histoire des infidèles coalisés à Malte, et le besoin d'aide pour le pousser à refuser l'envoi d'hommes et de navires le faisait passer ainsi pour une insurrection d'un chef de province contre son propre État, l'Empire ottoman. Chose inadmissible. Ali alerte ses gardes kabyles. Les entrées du palais sont fermées et mises sous gardes armés. L'Ellalahom et Chalabi Eit Bechin Sbah al-Bahar sont mises à l'abri dans la mosquée. La guerre civile venait d'éclater. Mohamed Lembassi obtient le droit de parlementer avec Ali Pacha. Il se désarme de manière palatiale et, sous l'œil vigilant des soldats, il est conduit chez Ali auquel il récite les causes de la révolte. Pacha, le fait que vous ayez renoncé à la campagne contre les infidèles est intolérable. Les forces unies de notre flotte n'ont jamais été aussi fortes et si supérieures à celles de l'ennemi que maintenant. Ça aurait été une victoire écrasante, qui aurait porté richesse et gloire pour tous. Mohamed, tu es trop intelligent. Je sais que tu es au courant du piège sournois que m'a tendu le sultan. Les Mbassis se sont démasqués. Ils ne pensaient pas que le pacha était aussi subtil. Évidemment embarrassé, ils cherchent d'ajuster le tir. Raïs, au nom de notre amitié et du respect que j'ai toujours eu pour toi, je serai franc. Si El Jazaïr ne s'engage pas dans les aventures corsaires, nous n'avons plus de raison d'exister. Notre présence est justifiée que par la guerre. Nous sommes des soldats, ne l'oublie pas. Le sultan n'est plus disposé à payer notre présence, loin de Constantinople. Tu comprends, Raïs? Tu comprends que notre prestige est en déclin? Mohamed, écoute-moi bien. El Jazaïr vit une saison de paix et de bien-être. Certes, vous étiez habitué à des privilèges dont aujourd'hui vous ne pouvez plus profiter. La distribution des butins de guerre se fait maintenant de manière plus équitable et vous êtes moins riche qu'avant. Mais le vrai motif, c'est qu'Istanbul est assez fatiguée de vous et de vos vieux privilèges. Elle vous a tourné le dos, cher ami. Puis il se rapproche de lui jusqu'à lui murmurer dans l'oreille. Lui, il me déteste.
Oui, tu as bien compris. Le sultan me déteste et il m'envie pour ce que j'ai pu construire avec mes propres mains et mon bon sens. Mohammed était interdit. Les paroles d'Ali Bechin Pacha l'avaient pris de plein fouet comme un coup de canon. Et maintenant, que vais-je dire à mes subordonnés, pensa-t-il. Mohammed, tes pensées se lisent par ton regard. Faisons un pacte. Laisse-moi fuir vers le royaume de Coucou pour quelque temps, de manière à laisser la situation se calmer et pour mettre en sécurité ma femme et mon fils Chalabi. Et je te promets que je reviendrai et que nous résoudrons ensemble ce problème. Mais comment puis-je faire? Que puis-je dire à mes hommes pour permettre ta fuite? Dis-leur ou plutôt ordonne le retour à la caserne avec l'excuse de... Invente-la toi-même, l'excuse. Durant votre retour, moi je me fais préparer un carrosse, et à la tombée de la nuit, nous partirons. Et personne ne se rendra compte de rien. Et je te promets que demain à cette heure-ci, je serai de nouveau ici. Aie confiance en moi. Comme promis, Ali Bechin fut de retour le jour suivant au coucher du soleil. En entrant à Bab al-Zoun, il lui semble trouver une ville tranquille. Les bruits, les odeurs, les activités humaines étaient celles de toujours. Rien ne faisait penser à quelque événement catastrophique. En passant furtivement devant la caserne El Fouqania, il entendit des cris. Ça oui, mais c'était en général une expression martiale que les Aa aimaient imposer à leurs subalternes. Le pacha allait se reposer. Il s'était tranquillisé, persuadé que ses paroles avaient ouvert une brèche dans le peu qui restait de cœur sensible chez Mohamed Lembassi. Ali dormait d'un sommeil profond et réparateur et se réveilla à l'aurore. Depuis qu'il vivait au palais, son esclave nubienne avait pris l'habitude de veiller au serein repos de son patron. Et même ce matin, elle était là, assise tranquillement à même le sol, pliée sur elle-même à côté de la porte de son appartement. Elle tendait souvent l'oreille pour relever quelques troubles du sommeil du patron auquel elle aurait cherché de porter remède, ou simplement pour être prête pour le café chaud au moment de son réveil. Le patron aimait un bâillement de lion. Il est réveillé. La servante ordonne aux esclaves des cuisines de préparer le café. Il faut faire vite, pense-t-elle. Ce matin-là, malgré l'heure encore acerbe, il y avait un étrange mouvement dans les cuisines. Trop de personnes. 2 esclaves s'occupaient de la bouilloire mise sur les brasiers. 3 esclaves étaient devant la tasse. 2 autres trafiquaient quelque chose avec la sucrière. Sur le seuil en plus, 4 gardes kabyles, au lieu des 2 habituels, surveillaient l'entrée déserte. « Patron, voilà votre café », dit la servante d'un ton à peine perceptible. Elle pose le plateau avec la tasse et lui tourne le dos. Elle attend le bruit du claquement de la langue. Elle se retourne pour reprendre le plateau et la tasse vide. Une rigole de larmes imprégnée de douleur et d'amour descendait le long de ses joues. Elle salue avec un respect religieux Ali Bechin, d'un adieu saturé de silence assourdissant.